Salut les amis, et j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo 2, donc la série 2 de Dynamique. C'est l'avant-dernière vidéo, alors profitez-en bien et on se retrouve tout de suite pour l'exercice 1. Donc pour l'exercice 1, on va beaucoup utiliser la seconde loi de Newton. D'accord? Donc je vais vous laisser le lire de votre côté, mais je vais le résumer en deux phrases. On a une force F1 et une force F2 qui sont appliquées dans des directions opposées sur un menhir qui fait 100 kg. Ok, on néglige les forces de frottement, ça on n'en prend pas compte, et euh, l'addition des deux forces crée une accélération du menhir qui est égale à 1 mètre par seconde au carré. D'accord? Et on va essayer de, avec les différentes formules, de se dépatouiller pour trouver la réponse. Donc, la seconde loi de Newton, c'est F égale m fois A. Ok, on peut se dire, par exemple, F total égale m fois A total. D'accord? Donc, F total, on ne la connaît pas, parce que ce sera l'addition de F1 plus F2, on peut aussi le définir, ça. F total égale F1 plus F2 vectoriellement. Et on sait que l'accélération, elle est de 1 mètre par seconde au carré. Et 1 mètre par seconde au carré, en fonction de ce référentiel, on sait que c'est dans ce sens-là. Parce que F1, qui est positif aussi, va dans ce sens-là. Donc l'accélération, comme ça fait que le menhir ira dans ce sens-là. Donc, on sait que l'accélération totale, elle est de 1 mètre par seconde au carré. Donc on a 1 fois m, et m, on le connaît, m, on le connaît, c'est 100 kg. D'accord? Donc on a 1 fois 100, c'est-à-dire 100. Ça, c'est la force totale subie par le menhir. Ok? Ce menhir, il subit une force de 100 newtons. 100 newtons, ce sera dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on a défini le côté positif comme dans ce sens-là. Ok? Et maintenant, on sait qu'il subit déjà une force de 400 newtons dans ce sens-là. Donc maintenant, il suffit d'appliquer une force de 300 newtons dans ce sens-là pour que l'addition de 400 plus moins 300, ok, parce qu'on prend les choses vectoriellement, et ben, ça nous donne 100. Vous êtes d'accord? Donc du coup, on sait que F2 vaudra 300 newtons et pas moins 300, parce que quand on a F2 comme ça, on ne prend pas le signe, si c'est négatif ou positif. Ça, c'est comme si c'était la valeur absolue. D'accord? Donc là, on a la réponse C. Donc, pour l'exercice 2, on va lire la consigne ensemble. On considère un système de deux blocs reliés entre eux par un fil via une poulie. D'accord? Voir schéma. Le bloc 1 est posé sur une table rugueuse. Le bloc 2 est suspendu. Donc c'est bien le cas. Voilà. On suppose le fil tendu. La poulie transmet la tension de la corde et les forces T1 et T2 sont de même norme. Donc ça, c'est le principe d'action-réaction. On a le bloc M1 qui est tiré dans ce sens-là, et on a le bloc M2 qui est tiré dans ce sens-là. Pourquoi ils sont de même norme? Eh ben parce que les deux blocs ne bougent pas, et ils subissent pas d'accélération, et euh, ça c'est dit ici, les deux blocs ne bougent pas, ça c'est l'information la plus importante de la consigne. D'accord? Et leurs masses sont M1 10 kg et M2 5 kg. Donc ça, 10 kg, on va le noter tout de suite. Et ça, 5 kg. D'accord? On fixe la pesanteur terrestre à G 10 mètres par seconde au carré pour simplifier. Et que vaut la norme de la force de frottement qui s'exerce sur le bloc F1? En fait, la norme de la force de frottement, elle va valoir la même chose que la norme du poids de M2. Ok? Ça vaudra la même valeur. Ok? Pourquoi? Parce que M2 va tirer le bloc M1 dans ce sens-là. Ok, M2 il veut aller dans ce sens-là, et donc du coup il va tirer M1 dans ce sens-là. Et comme on néglige les forces de frottement comme toujours, et ben M2 il va tirer M1 avec la même force. Et la force qui fait que tout ce système ne bouge pas, et ben c'est la force de frottement. Parce qu'il n'y a aucune autre force qui fait que M1 ne bouge pas. Si ici il n'y avait pas de force de frottement, bah, si le bloc 2 pousse dans ce sens-là et que là il n'y a pas de force de frottement non plus, et ben le bloc M1 va bouger. On est d'accord? Donc, enfin le bloc 1. Et donc, la seule chose qui retient le bloc M1 ici, c'est la force de frottement qui va s'opposer à T1. D'accord? Ça, c'est la force de traction 1. Et ça, c'est la force de frottement. Et la force de frottement, va être égale à T1. Ok?
ça va être égal à moins T1 parce que c'est dans le sens inverse. Donc, si j'efface tout ça, ok, on a retenu les masses, ce qu'on aimerait trouver, c'est la valeur de la force de frottement qui sera dirigée dans ce sens-là. Et elle sera égale à, en tout cas de même norme que la force qui pousse M2 vers le sol. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc du coup, pour trouver la force qui pousse M2 vers le sol, on a juste à faire F égale M fois A, d'accord? Donc ça c'est la seconde loi de Newton. On a que la force, c'est ce qu'on cherche, égale la masse. Donc on va prendre la masse de M2. Donc c'est 5 kg. Je remplace directement 5 kg fois l'accélération qui est de 10 mètres par seconde au carré. Okay, et ça nous donne 50 newtons de force. Donc la valeur de la force qui va pousser M1, qui va retenir M1 plutôt, elle sera de 50 newtons dirigée dans ce sens-là. Ok? Et c'est bien la réponse E. Donc pour l'exercice 3, on va lire la consigne ensemble, mais je vous dis déjà, c'est un exercice qui, normalement, à l'examen, va vous faire gagner beaucoup de temps, parce que vous agissez par élimination, et vous pouvez trouver vite le résultat. Donc, on va lire la consigne ensemble, et on va répondre ensemble. On considère un bloc massif posé sur une surface rugueuse inclinée par rapport à l'horizontale. Le bloc est parfaitement immobile, et parmi les schémas ci-dessous, lequel représente correctement toutes les forces exercées sur le bloc en respectant la norme. Donc, on va éliminer directement. La C qui nous saute aux yeux, on voit bien qu'il n'y a pas de forces qui sont exercées, alors que normalement il y aurait par exemple la force de pesanteur. Donc la C est fausse. La E, maintenant, dans la consigne, on nous dit que l'objet est parfaitement immobile. Et là, on voit qu'il n'est pas immobile, parce que la force F1 s'annule avec la force F3, et par contre, il reste encore la force F2, donc l'objet devrait bouger vers le haut, si toutes les forces étaient représentées. Donc, le schéma E est faux. Maintenant, le schéma A, on voit qu'il n'y a pas la force de pesanteur, parce que l'objet, il subit toujours une force de pesanteur qui est perpendiculaire à l'horizontale. On est sur Terre, ça c'est l'horizontale, et ben l'objet va toujours subir une force de pesanteur perpendiculaire à cette horizontale. Donc la A est aussi fausse. Maintenant, pour la B, ce qu'il faut comprendre, c'est que la force de soutien de l'objet, elle est toujours perpendiculaire au plan. Donc c'est-à-dire que l'objet va subir une force de pesanteur perpendiculaire à l'horizontale, mais par contre, la force de maintien de l'objet, elle va être perpendiculaire par rapport au plan de l'objet. Elle sera pas avec un angle par rapport au plan de l'objet, c'est pas possible. Donc ça, on voit bien que ici, là, entre ça et ça, on voit bien que c'est pas très bien fait, mais hop, on voit bien que c'est pas 90 degrés ici. Hein, donc c'est pas perpendiculaire à ce plan. Donc ce schéma est aussi faux. Et quand on regarde le D, on voit qu'il y a bien la force de pesanteur qui est perpendiculaire à l'horizontale, on voit qu'il y a bien la force de maintien F3 qui est perpendiculaire au plan sur lequel l'objet est posé, et on a F2, la force de frottement que le plan fait sur l'objet, du coup c'est la force qui maintient l'objet à la place qui descend, parce que s'il y avait juste cette force et cette force, la résultante serait une petite force comme ça, et l'objet descendrait, sauf qu'il y a la force de frottement, F2, et voilà. Et donc du coup, si on fait la résultante de toutes ces forces, on a F1, F2, F3, si on additionne F2 et F3 ensemble, ça donne, si on fait un petit truc comme ça donne à peu près cette force-là, et on voit bien maintenant que si on additionne la nouvelle force que j'ai dessinée avec F1, si on additionne ça et ça, on voit bien qu'on tombe sur 0. Donc l'objet est bien immobile, donc la réponse c'est la D. Maintenant, pour l'exercice 4, on a un objet d'une masse 10 kg qui est posé sur un plan incliné ayant un angle de 5,74 degrés. Donc ça fait 10 kg, et cet angle ici, par rapport à l'horizontale, donc ça c'est la verticale, pardon, cet angle-là, eh ben, c'est 5,74 degrés, c'est le même que celui-là, d'accord? Le coefficient statique de frottement mu0 vaut 0,2 et l'axe x est parallèle au plan de l'axe y, qui est perpendiculaire à la surface inclinée. On prend g égale 10 mètres par seconde au carré. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est x. Il est comme ça, donc il est parallèle au plan sur lequel est posé l'objet, et le plan y est perpendiculaire à ce même plan. Et on va les prendre une par une, les questions. Donc, la composante du poids suivant l'axe x vaut 10 newtons. Donc, ce qu'on cherche, en fait, c'est si on décompose cette force-là
en deux forces, l'une sur l'axe X et l'autre sur l'axe Y, et ben on va trouver quelque chose comme ça ce sera la composante sur l'axe X et ça ce sera la composante sur l'axe Y. Et nous ce qu'on cherche c'est cette petite flèche là, parce qu'on cherche la composante de P sur l'axe X. Et pour trouver ça, il faut déjà trouver P. Okay, donc P c'est égal à M fois G, on voit. Donc on va le noter, P c'est égal à la masse c'est la masse de l'objet 10 kg, fois G qui est égal à 10 mètres par seconde. Donc c'est égal à 100. Donc on a que P, ça c'est égal à 100 newtons. Ok. Et à partir de là, ce qu'il faut trouver, c'est, avec de la trigonométrie, c'est ce petit vecteur. En fait, ce petit vecteur, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve aussi ici. Voilà, là, on a un triangle rectangle ici. Et ce petit vecteur ici, ça, c'est celui qu'on cherche. Et donc, pour résoudre ça, on fait juste de la bête trigonométrie. Donc, on a un angle ici, on a cette valeur ici qu'on connaît, et on cherche celle-là. Donc, pour trouver tout ça, hop, tac, pour trouver tout ça, on fait le sinus de 5,74 degrés, donc c'est l'angle ici. Ça, c'est égal à x sur l'hypoténuse, d'accord? Parce que x, c'est cette petite flèche. Et l'hypoténuse, on a vu que c'était 100. Donc du coup, si on fait ça fois 100, on trouve x. Et en faisant ça, on trouve que x vaut 10. Donc la réponse A, elle est juste. X vaut bien 10 newtons. Ensuite, la réponse B. La norme de la force normale vaut 99,5 newtons. Donc maintenant, on s'intéresse à la force normale. La force normale, c'est celle que j'ai représentée ici selon l'axe Y. La force normale est toujours perpendiculaire au plan sur lequel est posé l'objet. Et pour trouver cette force-là, en fait, on sait que, comme dans l'exercice précédent, on a cette force ici qui est égale à l'inverse de cette force plus cette force. Okay, donc si on additionne ces deux forces, on va trouver une force ici qui sera égale à moins cette force ici. D'accord? Donc on a juste à calculer cette force-là. Okay, ou alors on peut aussi la calculer ici puisqu'on cherche une norme. D'accord? Et cette norme qui est ici, eh ben, elle est égale à cosinus. Donc pour la trouver, on utilise le cosinus de 5,74. Et le cosinus, c'est le côté adjacent sur le côté hypoténuse. Donc on cherche le côté adjacent ici, sur l'hypoténuse qu'on connaît. Okay. Donc le côté adjacent, c'est, on va dire, y, sur toujours 100. Okay. Donc maintenant, si on fait cos de 5,74 degrés fois 100, on va trouver y. Et y, c'est cette valeur ici. D'accord? Et donc j'efface un peu pour qu'on y voie clair. Ça, c'est égal à, vous pouvez vérifier, 99. Donc, pardon, y, c'est égal à 99,5 newtons. D'accord? Donc, on a bien la bonne réponse. Donc ça, vous pouvez vérifier hein, que cos de 5,74 fois 100, c'est égal à 99,5. Ça, je vous laisse vérifier de votre côté. Ensuite, maintenant, la C. La force de frottement statique maximale vaut 19,9 newtons. Donc, pour trouver la force de frottement statique, ce qu'il faut faire, c'est le 0,2, donc le coefficient de frottement statique, d'accord, fois la force qui est exercée selon cet axe-là, selon Y. Okay, c'est la force qui applique l'objet directement sur la surface sur laquelle il est posé. Okay, donc on fait 0,2 fois ce qu'on vient de trouver, 99,5, parce que c'est toujours comme ça qu'il faut calculer, c'est la force normale, donc voilà, à l'objet, fois les 0,2, et ça nous donne bien 19,9 newtons. Et voilà, donc vous pouvez juste faire 99,5 fois 0,2, vous allez trouver 19,9. Et maintenant pour la D, l'objet glisse sur le plan incliné, et ben on voit que non, il ne glisse pas, parce que la force de frottement statique maximale, c'est la force jusqu'à laquelle l'objet va rester statique. Donc si on applique une force qui pousse l'objet, par exemple ici, eh ben, l'objet il va résister avec une force comme ça, qui sera égale à cette force, jusqu'à que cette force soit égale à 19,9 newtons. Si elle est égale à 20 newtons, eh ben, l'objet il va commencer à glisser gentiment. Parce que la force de frottement qu'il exercera ne sera pas suffisante pour pour contrecarrer la force qui le pousse vers le bas. Et donc du coup, est-ce que l'objet glisse sur le plan incliné? Bah non, parce qu'on voit que là,
cette force, elle vaut 10 newtons, et la force, cette force-là vaut 10 newtons, et cette force-là de frottement, elle est égale au maximum à 19,9, donc du coup l'objet il ne va pas bouger. Alors, pour l'exercice 5, maintenant on s'intéresse à deux enfants qui se trouvent sur une luge posée sur une surface horizontale enneigée, donc ça c'est la luge, il y a deux enfants qui sont dessus. Les coefficients de frottement statique et dynamique sont, donc ça c'est statique et ça c'est dynamique. La masse totale de la luge avec les enfants vaut 50 kg. Un parent commence à tirer horizontalement avec une force de 110 newtons, donc dans ce sens-là. Et un troisième enfant s'ajoute et du coup le poids total de la luge ce sera 74 kg. D'accord? Donc on va essayer de les prendre une par une, les questions. La question A. La force normale de la neige sur la luge vaut 740 newtons. Donc, pour calculer ça, en fait, il faut juste prendre le poids total, donc à partir de... Enfin, c'est à partir de là, ici, il veut dire que c'est après que le troisième enfant se soit rajouté. Donc pour calculer la force normale de la luge sur la neige, en fait, la force normale, ce sera la force qui s'oppose à la force de pesanteur, d'accord? Et elle sera égale à la force de pesanteur. Donc, on peut dire que sa valeur, en newton, elle sera égale à la valeur de P, donc on va calculer P, et P, c'est égal à la masse fois l'accélération. D'accord? Et puis la masse, c'est 74, et puis l'accélération, c'est petit g, donc c'est 10 mètres. Ok? Donc ça fait 740 newtons. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. Donc la A, elle est vraie. Maintenant, pour la B, la force de frottement maximale vaut 148 newtons. Pour calculer ça, il faut calculer la force de frottement maximale statique, parce que la force de frottement maximale, elle sera toujours quand l'objet est statique, parce qu'autrement, l'autre coefficient est plus faible. Donc, on va calculer la force de frottement maximale statique, et pour calculer ça, c'est la force normale, donc on a trouvé 740 newtons, fois le coefficient, donc 0,2. Donc si on fait 0,2 fois 740, ça nous donne bien 148. Donc la B aussi elle est vraie. Maintenant, pour la C, on veut s'assurer que entre le moment où il n'y a que 2 enfants et le moment où il y a 3 enfants, avec dans les deux cas une force de 110 newtons, est-ce qu'il y a un changement dans la cinétique de la luge? Donc pour trouver ça, ce qu'on fait, c'est que on va calculer la force de frottement, okay, et on va la comparer à la force des parents. Si la force de frottement est supérieure à la force du parent, eh ben, il n'y a pas de mouvement de la luge. Tandis que si elle est inférieure, eh ben, il y a un mouvement de la luge. Donc quand il n'y a que 2 enfants, on va regarder si la luge bouge, donc si la force que fait le parent est supérieure à la force de frottement statique maximale. Donc pour calculer ça, on fait 0,2 fois 500, puisque ils font 50 kg et que la gravitation c'est que G c'est 10, donc ça fait 50 fois 10, ça fait que P c'est égal à 500. Donc la force de frottement dynamique maximale, elle est de 0,2 fois 500, ce qui est égal à 100 newtons. Et comme 100 newtons, c'est plus petit que 110 newtons, alors la luge bouge. Parce que si cette force est plus grande que cette force, alors la luge, la résultante des deux forces, pousse la luge dans ce sens-là. Donc, on sait que quand il y a 2 enfants, la luge, elle bouge. Maintenant, quand tu rajoutes un troisième enfant, le poids, il est plus de 50 kg, il est de 74 kg, 50 plus 24. Et du coup, 74 kg, ça fait que la force normale, elle est égale à 740, ok, plus 500, mais 740. Et si on refait le même calcul, eh ben, on voit que c'est égal à 111. Non. C'est égal à 0,2 fois 740, c'est égal à 148. Oups. 148, c'est la force qu'on avait trouvée ici, vous vous rappelez? Et du coup, 148, si on le compare aux 110 newtons que fait le parent dans ce sens-là, on voit que la force de frottement maximale, elle est plus grande que cette force, donc c'est-à-dire que cette force-là, elle serait égale à 110, puisque action-réaction, mais que jusqu'à une force ici de 148 newtons, et cette force-là, elle va compenser, et donc du coup la luge ne bouge pas. Donc le parent, il peut tirer avec 148 newtons, la luge ne bougera pas. Par contre, à partir de 149 newtons,
la luge bougera avec les 3 enfants dessus. Donc, est-ce que ça change entre la situation A où il y a que 50 kg de charge et la situation B où il y a 74 kg de charge? Eh bien, oui, ça change puisque quand on rajoute un 3e enfant, la luge ne bouge plus. Donc, celle-là, elle est fausse puisque ça disait la luge continue son mouvement sans changement. Or, il y a un changement. Maintenant, la D, la force de frottement subie par la luge vaut 110 newtons. Donc là, on est toujours dans ce cadre-là. À partir de là, la luge, elle subit une force de frottement de 110 newtons. Bah oui, c'est ce que je vous ai expliqué, parce que la force de frottement, elle est toujours égale à la force que fait le parent, sauf si la force que fait le parent dépasse la force maximale de frottement. Et dans ce cas-là, c'est pas le cas, parce que la force maximale de frottement, elle est égale à 148 newtons. Donc, la force de frottement, donc c'est pas la force maximale de frottement, c'est bien différent. La force de frottement, elle sera égale à 110 newtons, d'accord? Parce que action 110 newtons dans ce sens-là, la force de frottement fait 110 newtons dans ce sens-là. Du coup, la luge ne bouge pas. Du coup, ça, c'est vrai. Alors, maintenant, pour l'exercice 6, c'est un exercice un peu compliqué, assez théorique, mais normalement, il ne vous prend pas trop de temps, si vous avez compris, donc ça vous fait économiser du temps à l'examen si vous comprenez. Mais il n'est pas si simple, alors faut s'accrocher. On va le dire ensemble. Un wagon de marchandises isolé de masse M est lancé à une vitesse constante V sur une voie où l'on néglige les frottements. Il roule sous une grue qui dépose verticalement sur le wagon de passage un conteneur de masse M inconnu. Le wagon chargé, roulant à une vitesse constante V, termine sa course en fin de voie de garage en décélérant uniformément en B secondes sur le butoir. On peut dire que... Donc, là je résume la situation. On a un wagon avec une quantité de mouvement P, ok. Et ce wagon, quand on rajoute un petit bloc dessus, forcément il va décélérer, parce qu'il va devoir accélérer ce bloc. Donc, comme toute cette masse qui est augmentée va devoir... comme toute cette masse a la même quantité de mouvement, et que c'est une masse plus grande, alors elle aura une vitesse plus petite, forcément. Ça paraît assez intuitif d'ailleurs. Et maintenant, pour répondre à la A, si V, donc la vitesse ici, est plus petite que V, donc c'est le cas, puisque ce poids, ça rajoute du poids au total, alors M est plus petite que M. Bah, pour répondre à ça, ça c'est faux, parce que de toute manière, V sera plus petite que V, ok, enfin que grand V. Donc cette vitesse sera de toute manière plus petite que cette vitesse, peu importe si ce poids est plus petit que ça. Même si ce poids est plus grand que ça, et ben cette vitesse-là sera quand même plus petite que la vitesse ici. Donc la A, elle est fausse. Si M est égal à grand M, donc si la masse du container est égale à la masse du wagon, alors la vitesse du wagon est réduite de moitié. Donc pour trouver ça, il faut utiliser la formule de la quantité de mouvement, qui nous dit que P est égal à M fois V, et on voit bien que P en fait est toujours conservé, s'il n'y a pas d'accélération, si le wagon ne subit pas de force, P est toujours conservé. Même, enfin là, ce P là, ce sera le même que celui-là. Et donc du coup, ça nous dit que P, c'est égal à M fois V. Donc du coup, si P reste le même et que la masse augmente, alors forcément la vitesse diminue. Et on voit que si la masse est augmentée par 2, forcément la vitesse est diminuée par 2. Parce que si on fait ça fois 2 et ça divisé par 2, ça nous donne bien le même P. Donc la B, elle est juste. Si la vitesse initiale du wagon double, alors la force qu'exerce le butoir double. Donc si la vitesse initiale du wagon double, alors P double aussi, parce que la masse M reste la même, donc ce sera grand M. Hein. Ça c'est comme grand M parce qu'on parle juste de la masse du wagon. Donc si la vitesse double, du coup M reste le même, alors P double aussi. Et si P double, alors la force qu'exerce le butoir double. Alors là on prend cette formule-là, que vous avez aussi à la page 2 de votre formulaire, qui nous dit que la différence de quantité de mouvement sur la différence de temps, c'est égal à la somme des forces. Okay. Donc, si P, on a dit, est doublé, d'accord, parce que la vitesse double, alors la force qu'exerce le butoir double aussi. Donc si ça double, et que dt, ça reste la même, parce que c'est toujours B secondes, alors si ça double et que ça reste la même chose, alors F double aussi. Et donc du coup, la force qu'exerce le butoir, elle double aussi. Et maintenant, pour la D, la force exercée par le butoir dépend de la masse du container. Bah là, on se rend compte avec cette formule que non, parce que la quantité de mouvement P initiale, ce sera la même quantité de mouvement qu'on rajoute le container dessus ou pas. Et donc du coup, si dt ne change pas
et que dp ne change pas, la différence de p, la différence de quantité de mouvement et la différence de temps, les deux ne changent pas, et ben on trouve que la force reste la même. Et donc du coup la force exercée par le butoir dépend de la masse du container, bah ça c'est non, puisque on voit bien que dp ne change pas, même si le container change de masse. Maintenant, pour l'exercice 7, alors c'est un exercice où à mon avis il manque une information ou alors c'est pas suffisamment clair d'un côté. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Un objet ponctuel d'1 kg est attaché à un ressort de raideur K, lequel est fixé à un plafond à 6 mètres du sol. Une fois que l'objet est lâché du plafond, le ressort se déforme jusqu'à atteindre une élongation de 1 mètre, correspondant au maximum de l'oscillation. À ce moment-ci, le ressort se brise et l'objet tombe sous l'effet de la gravité. On peut dire que la norme de la vitesse de l'objet à l'impact du sol est 2. Donc pour répondre à cette question, on a un objet, donc là il y a le plafond, ok, et là on a un ressort, donc on l'imagine comme ça, avec l'objet qui est comme ça, ici, et l'objet il va commencer à tomber, ok. Et ça c'est la situation 2, donc le ressort il sera comme ça, avec l'objet au bout, et ça c'est quand le ressort ici, ça fait 1 mètre. D'accord? Et du coup, à partir de ce moment-là, le ressort ici va se casser. Et la seule chose qui manque dans cet exercice, c'est est-ce que l'objet, quand le ressort se casse, est immobile ou est-ce qu'il a une vitesse? Parce que s'il a une vitesse, la vitesse finale, ici, sera impactée, forcément. Mais en prenant en compte qu'il n'a pas de vitesse, on peut très bien calculer, parce que on a que l'objet, il doit faire 5 mètres. En tout, il y a 6 mètres de hauteur, mais sauf que 6 mètres moins 1 mètre, ça fait 5 mètres, donc il lui reste encore 5 mètres à faire à partir du moment où il a été attaché pour la dernière fois au ressort. Et ces 5 mètres, donc on va prendre la formule du mouvement uniformément accéléré. Donc on a que la distance, donc 5 mètres, est égale à 1,5 fois l'accélération fois le temps au carré, plus la vitesse initiale fois le temps initial, sauf que ça, en fait, pour moi, il n'y a pas de vitesse initiale. À partir du moment où le ressort, où l'objet est à 1 mètre du plafond, pour moi, il n'y a pas de vitesse initiale. C'est ce que je prends en compte dans l'exercice, parce qu'autrement, je vois pas comment on peut faire cet exercice. Et parce qu'on peut pas trouver cette vitesse sans connaître déjà la raideur du ressort. Et du coup, en résolvant cette équation, en prenant A égale G, donc 10 mètres par seconde au carré, on n'a que 5, c'est égal à 1,5 fois 10 fois t carré. Donc du coup, si on passe tout de l'autre côté, on a 5 divisé par 1,5 divisé par 10, fois 10, comme ça. Ça nous donne que tout ça, c'est égal à 1, parce qu'1,5 fois 10, c'est égal à 5, donc 5 sur 5 égale à 1. Et ça, c'est égal à t carré. Donc on trouve que t, c'est égal à 1 aussi. Et donc du coup, en 1 seconde, l'objet, s'il subit une accélération, parce qu'après, à partir du moment où le ressort lâche, l'objet il va subir toujours g, donc 10 mètres par seconde au carré. Donc c'est-à-dire que chaque seconde, l'objet va gagner 10 mètres par seconde. Donc si ici on dit qu'il a une vitesse nulle, à partir du moment où le ressort lâche, et ben après 1 seconde, si toutes les secondes il gagne 10 mètres par seconde, alors il fera du 10 mètres par seconde. Donc c'est pour ça que je trouve la réponse D. Sauf que, voilà, ça c'est en prenant en compte que à ce moment-là, l'objet n'a pas de vitesse. Mais bon, après de toute manière, les autres réponses sont beaucoup trop... elle est beaucoup trop grande et celles-là, elles sont trop petites. Et même s'il avait une vitesse déjà à ce moment-là, eh ben, ce serait la vitesse finale, au moment de l'impact sur le sol, elle serait plus grande que 10. Mais en aucun cas, elle serait de 100 mètres par seconde. Donc, c'est bien 10 mètres par seconde. Et toutes celles-là, c'est sûr qu'elles sont fausses. Et puis le 100 mètres par seconde, c'est beaucoup trop grand pour rajouter 90 mètres par seconde comme vitesse entre 1 mètre, entre 0 mètre et puis 1 mètre. Donc du coup, c'est ça qui me fait prendre la réponse D, mais pour moi, il manque une information pour être rigoureusement juste mathématiquement. Maintenant, pour l'exercice 8, on a un bloc d'une masse M égale 2 kg qui est attaché au bout d'un ressort tendu sur une longueur de 50 cm par rapport à la position d'équilibre. À l'instant où on lâche le bloc, celui-ci est tiré par le ressort avec une accélération instantanée maximale de 3 mètres par seconde au carré. En négligeant tous les frottements et en supposant le mouvement harmonique, quelle sera la pulsation de l'oscillation du bloc? Donc on a
un bloc qui fait 2 kg, il se déplace, enfin il est tiré par rapport à la position d'équilibre de 50 cm, et au moment où on lâche le bloc, parce qu'on a appliqué d'abord une force comme ça, et au moment où on lâche cette force, eh ben, il revient ici avec une accélération instantanée de 3 mètres par seconde au carré. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est déjà trouver la raideur du ressort K. Donc on utilise cette formule-là, qui est à la page 3 de votre formulaire. Donc, on a F égale moins K fois X, ok? X, c'est la différence de position entre la position d'équilibre et puis la position quand c'est tiré. Donc là, on est à moins 50 cm, par exemple. Et F, avec une flèche, c'est mieux. F, on ne connaît pas F pour l'instant. Donc, ce qu'on connaît, par contre, c'est que F égale m fois l'accélération. D'accord? Et m, c'est égal à 2 kg. Et on sait que l'accélération, elle est de 3. Ok? Donc ça va faire 6 mètres par seconde, 6 newtons, pardon. 6 newtons. Hop, j'enlève les unités. C'est mieux comme ça. Et donc du coup, si on remplace dans l'équation, on a que 6, c'est égal à moins k fois moins 0,5, parce que 50 cm, c'est 0,5 mètres. D'accord? Et ça nous donne que 6 divisé par 0,5, moins 0,5, c'est la même chose que 6 fois moins 2. D'accord? Et ça, c'est égal à moins 12. Et ça, c'est égal à moins k. Donc on a que k, c'est égal à 12. D'accord? Et une fois qu'on a ça, on peut remplacer k dans la formule de fréquence angulaire d'oscillation d'une masse attachée à un ressort. Et si on remplace k dans cette formule-là, on trouve que cette fréquence, qui est la même chose que la pulsation d'oscillation du bloc, elle est égale à, donc on va marquer W, je remarque ça là-haut, W égale la racine carrée de 12 divisé par la masse 2 kg, donc c'est égal à la racine carrée de 6, et la racine carrée de 6 c'est 2,45. Et ça, c'est ce qu'on cherche, parce que la pulsation d'oscillation du bloc, c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes termes que dans le formulaire, mais la pulsation d'oscillation du bloc, c'est la même chose que la fréquence angulaire d'oscillation d'une masse. Donc, on trouve que c'est égal à 2,45. Et, miracle, la réponse C, c'est bien 2,45. C'est-à-dire qu'il va faire une oscillation toutes les 2,45 secondes. Maintenant, pour l'exercice 9, c'est un exercice plus théorique que calcul, enfin, où il n'y a pas tellement de calcul dedans, il faut juste avoir compris certains principes. Donc, on considère une archère immobile face à une cible, on néglige les frottements et on considère que l'arc fournit à chaque tir la même quantité de mouvement P à la flèche. On peut affirmer que, quand elle tire sur la corde de l'arc avant de relâcher, l'archère subit une force de recul. Ben ça, on voit que c'est faux parce que quand on tire sur un arc, on ne subit pas de force de recul parce que l'archère, ça on dit que c'est l'archère, et le système archère plus flèche plus arc, il n'y a rien qui sort de ce système tant que la flèche ne part pas. Donc il ne peut pas y avoir une force de recul. Ok? C'est comme si on est en apesanteur dans l'univers, et qu'on tire sur un arc, bah avec une main il y a la force qui va dans un sens, avec l'autre main il y a la force qui va dans l'autre sens, et la résultante sur notre corps, sur le système, ici en général, eh ben, elle est nulle. Donc du coup il n'y a pas de force de recul. Par contre, donc ça on peut dire que c'est faux. Par contre, au moment où elle relâche la corde, l'archère subit un recul. Donc au moment où elle relâche la corde, il y a la flèche qui va partir avec une vitesse dans ce sens-là. D'accord? Et du coup, si on l'imagine en apesanteur, si elle tire la flèche dans un sens, eh ben elle va aller peut-être un petit peu moins vite que la flèche, mais elle va aller dans l'autre direction. Donc d'un côté, on a la flèche qui va partir dans cette direction, et de l'autre côté, on a l'archère qui va partir dans cette direction. Voilà, donc la B, pour moi, elle est vraie. À même tension de corde, si elle tire une flèche lourde, celle-ci partira avec une vitesse plus élevée qu'une flèche légère. Donc ça, c'est assez instinctif, on peut presque y répondre instinctivement, mais mathématiquement, on va le prendre quand même. C'est F égale M fois A. Donc, la force, c'est la même, puisqu'on dit à même tension de corde, donc il y aura la même force appliquée sur la flèche. Si elle tire une flèche lourde, donc c'est-à-dire que la masse augmente, alors la flèche, elle va partir avec une vitesse plus élevée qu'une flèche légère. Donc, on voit bien que si ça, c'est la même chose dans les deux cas, donc on va mettre F1, M1, A1, ok, et que F2, c'est quand la flèche est lourde,
M2, c'est donc du coup la masse de la flèche qui est lourde, et A2, c'est l'accélération de la flèche quand elle est lourde. Si F1 et F2, c'est la même chose, et que M1 est plus petit que M2, alors A1 doit être plus grand que A2, puisque quelque chose de petit fois quelque chose de grand, ce sera aussi comme quelque chose de grand fois quelque chose de petit. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est un peu ça la logique derrière. Donc du coup, à même tension de corde, si elle tire une flèche plus lourde, celle-ci partira avec une vitesse plus élevée qu'une flèche légère. Bah non, c'est l'inverse. Elle va partir avec une vitesse plus faible. Et c'est assez instinctif quand même. Et ensuite, la D, pendant le vol, la flèche avance car elle est continuellement poussée par une force orientée vers l'avant. Alors, est-ce que la flèche subit, donc ça c'est la flèche, c'est pas un vecteur, est-ce que la flèche, elle subit une force continuelle poussée vers l'avant? Eh ben non, parce que si elle subissait une force continuellement vers l'avant, eh ben elle subirait une accélération. Imaginez une roquette, donc ça c'est une roquette, hein, c'est très mal dessiné. Là, la roquette, elle subit une force, parce qu'il y a une sorte de jet de flamme derrière qui la pousse vers l'avant continuellement. Tandis que la flèche, elle, bah, une fois qu'elle a été poussée initialement avec l'arc, elle subit plus de force. Elle a juste son énergie cinétique qui continue. Mais elle n'a pas une force continuelle qui la pousse vers l'avant. D'accord? Et ces deux situations sont très différentes. Donc du coup, la D, elle est fausse aussi, puisque pendant le vol, la flèche, elle ne subit pas de force. D'accord? Mis à part la force de pesanteur. Mais selon un axe horizontal, elle subit pas de force. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas été trop impacté par les petites imprécisions de la faculté, que ce soit dans l'exercice 7 ou les petits couacs qu'ils ont eu dans la correction primaire qu'ils mettent à disposition dans la série directement. C'est des êtres humains, donc mea culpa, voilà, ça peut arriver. Mais je sais que pour vous, c'est insupportable parce que vous avez juste autre chose à faire que perdre votre temps avec ce genre de petits trucs qui vous fait perdre votre temps. Et voilà, c'est débile, mais bon, vous êtes tous dans le même bateau, donc comme ça, vous n'êtes pas impacté personnellement. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez vous rassurer. Pour rester sur la faculté, on est en complet accord avec eux, donc UpMed, c'est pas du tout quelque chose qui vous vend du rêve. On n'est pas là à vous dire si vous payez, vous allez réussir votre année, vous pourrez accéder à votre rêve. Pas du tout. C'est une aide, et si vous bossez pas de votre côté, vous réussirez pas du tout, ok? Donc c'est pas juste avec UpMed que vous réussirez. Donc, c'est une aide pour alléger un petit peu votre travail, pour vous rendre un petit peu la vie plus facile en faisant des QCM, voilà, en mettant le doigt sur des éléments que vous n'avez pas pu retenir du cours, mais que les profs aiment bien mettre à l'examen. Voilà, c'est pour un peu cibler ce qu'il faut apprendre pour l'examen. Mais maintenant, si vous révisez efficacement et que vous faites les 2-3 QCM que vous trouverez à droite à gauche, parce que ça se passe entre les étudiants des QCM, vous pourrez très bien réussir votre examen. Et d'ailleurs, il y en a plein qui ont réussi comme ça, hein. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter votre année. Et voilà, mais vous pourrez très bien réussir sans. Bon, je me répète un peu. Aussi, concernant les réductions, donc je veux plus personne qui prend des abonnements d'ici lundi, d'accord? Non, je rigole, pour moi ça m'arrange, mais pour vous, c'est 70 francs de réduction à partir de lundi. Donc c'est à la place de 350, l'abonnement complet c'est 280. Et il y a d'autres abonnements moins chers aussi pour vous aider le long de l'année qui ont du contenu vraiment très très bon. Donc je vous encourage à aller juste regarder, à faire un petit tour, mais à nouveau, c'est pas du tout un gage de réussite. Si vous prenez pas d'abonnement, un truc, vraiment profitez de l'offre gratuite qu'on vous a mis sur les 2 premières semaines. Il y a 140 questions, 140 QCM, donc c'est au moins ça que vous prendrez en plus dans votre mémoire avec plein de petits détails comme ça qui peuvent retomber à l'examen. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Maintenant, bonne semaine, beaucoup de courage pour la fin de votre week-end, pour la semaine qui vient, et on se retrouve la semaine prochaine pour la série 3. Allez, ciao!